Ça papote au Café des Cultures. Enregistré au centre Diane Armengol, Marcarian, dans le quartier du Châtelet à Rouen, avec la participation des habitants des Hauts-de-Rouen. D'accord. Eh bien bonjour, bienvenue dans ce Café des Cultures, mais aujourd'hui avec l'ensemble des habitants présents et nouveaux apparaissants, j'ai envie de les appeler comme ça, dans ce rendez-vous, eh bien vous avez choisi le thème des problèmes de santé. Alors, qui souhaiterait justement un petit peu s'exprimer, parce que le sujet est assez vaste. Alors, à noter que nous avons quand même quasiment une spécialiste, voire même une experte, puisque nous avons une ancienne praticienne de maison de santé qui est ici, en la qualité et en la personne de Marianne, à qui on demandera évidemment une expertise à chaque interrogation. Si vous souhaitez vous exprimer, vous êtes les bienvenus. Bonjour Ninja. Bonjour à tous. La santé, pour moi, c'est une évidence parce que si on n'a pas la santé, on ne peut pas apprécier la vie. Après, sur les problèmes de santé, il y a plusieurs problèmes. Ça peut être de la santé physique, physiologique ou la santé mentale. Après, j'espère qu'on ne conjugue pas tout non plus. Qu'est-ce que je pourrais dire sur la santé ? Oui, à qui il faut s'adresser, comment se soigner. C'est assez vaste aussi. Ninja, moi je dirais que vous avez évoqué, prononcé un petit peu ce mot de santé mentale qu'on évoque un petit peu dans les médias depuis quelques temps déjà. On a l'impression de découvrir que la santé passe non pas que par le corps, mais aussi par le cerveau. Et donc on commence à s'y inquiéter parce que on se rend compte que ça crée véritablement des problématiques chez les personnes. Ça peut être dû à divers problèmes, diverses habitudes. On peut voir aussi que le téléphone portable, certaines fois, est un outil désagréable, notamment par rapport à la santé mentale. J'aimerais bien justement interroger les jeunes présents ici, justement, sur ces problématiques. Et justement, nous avons un premier intervenant en la personne d'Anatole. Anatole, bonjour. Bonjour. Donc sur ce sujet, effectivement, les téléphones portables aujourd'hui, dans la vie des jeunes, il y en a, ça arrive relativement tôt, d'autres très tard, comme dans mon cas par exemple. Et ça dépend de l'éducation. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose par ce biais-là, il peut y avoir des choses négatives qui peuvent venir positives aussi, mais il y a l'envers du décor à chaque fois. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas avoir cet outil-là sous la main trop tôt, parce que ça peut créer des problèmes, des choses positives aussi, mais il peut tout arriver quoi. Parce que maintenant on peut tout faire avec ces outils-là. Il peut y avoir une exposition à des idéaux, parce qu'à cet âge on est tous influençables. Et moi c'est quelque chose que je vois dans tous les jours, parce que il y a des idéaux il y a tout type d'idéaux qui passent par exemple les réseaux sociaux, et des personnes qui se laissent influencer par des influenceurs qui ont beaucoup de gens qui les suivent, tout ça. Et résultat, ça donne des idées qui sont influencées, des personnes qui ont été influencées, et vu qu'on est les générations qui on va tous, le monde de demain il est à nous quoi. Et donc avec des idées comme ça qui arrivent si tôt dans les idées des plus jeunes, ça fera une société influencée par ces idées, et ça peut être que néfaste, ces idées. Alors est-ce qu'il y a une réaction de la part de nos participants ou de nos participantes ? Nour, qui prend le micro. Bienvenue Nour. Bonjour à tous, je suis Nour et je suis jeune étudiante. Je suis assez d'accord avec Anatole. Toutefois, je pense que le téléphone et les réseaux sociaux sont une réalité inévitable aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce soit un mal incarné en soi. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, savoir qu'ils font partie de la vie de la majorité des jeunes aujourd'hui, et donc il faut activement réfléchir à des solutions, à une façon d'encadrer ces activités-là qui peuvent vraiment être néfastes. Moi par exemple, je vais donner un avis plus ou moins politique. Par exemple, le masculinisme, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais à mon sens est un réel danger pour les sociétés, pour la démocratie
et la sécurité de certaines catégories dans la société. Et donc oui, il faut réfléchir à des solutions qui encadrent les jeunes sans leur donner l'impression qu'on les prive de leur liberté, parce qu'aussi il faut se mettre à leur place et se rappeler qu'à cet âge-là, on a envie de grandir, de s'émanciper de l'autorité de ses parents, ce qui est tout à fait légitime et on est tous passés par là. Et donc il faut vraiment se mettre à leur place et ne pas prendre cette position des adultes qui savent mieux qu'eux, etc., parce que ça va juste braquer ces jeunes gens. Ici en France, de mon santé mentale, à qui pouvez-vous nous adresser? Comment pouvez-vous procéder pour la santé mentale en France? Je me permets de prendre la parole et puis d'expliquer un peu le contexte aussi pour les auditeurs. Sosiana, tu viens du Nigeria. Ok. Et la question, c'est où s'orienter quand on a des soucis de santé mentale ici. Oui, ok. Alors, il y a plusieurs solutions, mais déjà, pour les personnes qui ont une nationalité différente, il y a Thérapsy, juste ici, là, au centre social Diana Armangol Marcarian. Il y a des permanences de Thérapsy qui sont donc différents psychologues formés à l'interculturalité. Donc il y a des permanences, alors je crois que c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Et donc il y a des permanences, je crois que c'est une fois par mois, on va regarder ça après. Et il y a aussi les locaux de Thérapsy qui sont en centre-ville de Rouen, tu peux aller là-bas. Voilà, donc ça c'est une première solution. Après pour les autres personnes aussi du quartier, il y a le CMP. Le CMP, tu peux aussi voir différents professionnels. Parfois le rendez-vous est fait par une infirmière parce que parfois les psychologues sont beaucoup mobilisés. L'infirmière elle va faire un premier rendez-vous et puis après elle va donner une orientation. Donc soit sur un psychologue, soit sur un psychiatre. Voilà. Et tu peux aussi aller voir un médecin traitant, médecin généraliste, tu vois, lui évoquer que tu as besoin de parler à quelqu'un. Et aujourd'hui, tu as aussi les mutuelles qui peuvent prendre en charge un petit peu les soins psychologiques. Et si tu as un courrier du médecin traitant, tu as des psychologues tu vois, qui sont remboursés pour, je crois que c'est 7 séances, je ne sais plus. Peut-être 10 maintenant. Donc il y a un annuaire de professionnels et en fait si tu as un mot du médecin généraliste, tu peux avoir 10 séances. Voilà. Merci beaucoup. Et justement, moi, j'ai envie de me tourner vers la jeunesse pour savoir si les problèmes de santé mentaux sont peut-être plus pris en considération par rapport à des générations précédentes. Est-ce que dans votre parcours scolaire, ça a été évoqué par l'éducation nationale? On a rarement eu au collège, en tout cas, parce que actuellement je suis au collège. On n'a jamais eu d'intervention. On a pu en parler des fois en classe, mais pas plus que ça sur la question de la santé mentale, etc. Mais ça devrait, parce que je vois chez les gens de mon âge, je vois beaucoup de gens qui se sentent pas bien dans leur peau, enfin qui se sentent mal en général et qui trouvent des moyens pas très sains de compenser, qui ont du mal à se tourner vers d'autres personnes, de parler autour d'elles et tout. Ce qui fait que ça fait une boucle et elles ont du mal à s'en sortir, donc effectivement... C'est pas un sujet qui est assez abordé dans le cadre de l'éducation des jeunes, à mon avis. Donc oui, il n'y a pas eu plus que ça d'intervention. Nour ? Moi, quand j'étais au collège, c'est vrai que ni à l'école, ni au collège, ni au lycée, ces thématiques n'étaient pas beaucoup abordées. On ne faisait pas du tout de prévention ou quoi. En revanche, à l'université... c'est totalement l'inverse. On a des profs qui sont assez présents et qui nous rappellent sans cesse qui sont là si on a besoin au discours de rentrée. Ils n'hésitent pas à nous le rappeler. Mais ça intervient, c'est bien, mais ça intervient peut-être trop tard du coup en termes d'action publique. Et du coup, moi, je me demandais, pendant la période du Covid, au niveau de la scolarité, est-ce qu'après, justement, il y a eu des échanges avec les enseignants que vous aviez sur cette période de confinement qui a causé quand même pas mal de difficultés à plusieurs personnes? Ah, pas du tout. Et vraiment, pour le coup, moi, je l'ai très mal vécu cette période-là. Et j'avais personne à qui en parler.
Et donc non, au retour, donc moi j'étais en 3e à cette époque-là, aucun mot là-dessus, rien, vraiment. C'est vraiment regrettable. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Je ne vais pas m'exprimer là-dessus, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, Anatole. Est-ce que tu peux éclaircir, toi, tu parlais de malaise chez les jeunes, et que tu disais que parfois certains jeunes se tournaient vers des choses pas très bonnes pour eux. Enfin, en tout cas, tu as l'air d'identifier des choses un peu difficiles. Est-ce que tu peux, toi, du coup, nous expliquer ce qui se passe? Après, dans la majorité, enfin, ce à quoi je pensais plus directement quand je dis des gens qui trouvent des moyens pas très sains de compenser leur mal-être, je pensais par exemple à le cas de la mutilation, de l'automutilation. Ça, c'est un cas qui est, je sais pas, moi j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ma 6e, 5e, et à un moment, parce que aussi, même dans la jeunesse, entre les personnes que je fréquentais, les personnes entre elles se rendaient compte qu'elles n'étaient pas seules, du coup elles en parlaient un peu entre elles, j'en entendais parler, et je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait énormément de personnes qui avaient pu, au cours de leur vie, oui, s'automutiler, faire ce genre de choses. Et pourtant, les gens, ils savent que c'est un moyen malsain de compenser, mais après, c'est le principe d'évacuer par la douleur aussi, je pense, même si, je suis pas un expert et je comprends pas trop forcément, mais voilà, donc c'est assez courant. Et j'en avais jamais plus entendu parler plus que ça, alors que oui, c'est vraiment répandu, je trouve. Donc je parlais un peu de ça tout à l'heure. Ouais. Eh ben oui, la mutilation, effectivement, c'est aussi un problème, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quand même parfois la destruction, les drogues aussi peut-être. Pas dans ton entourage, mais ça peut arriver. Et en tout cas, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Certainement beaucoup de souffrance. Et du coup, pour toi, quelle serait la possibilité? Comment tu pourrais, par exemple, ouvrir le dialogue avec quelqu'un que tu vois en souffrance d'une manière ou d'une autre? Comment tu pourrais, à ton avis, l'orienter pour qu'il trouve de l'aide? Ça, c'est une très bonne question, mais parce que je fais en général, quand il y a quelques personnes plutôt proches de moi qui m'en ont parlé, ce que j'ai tout de suite fait, c'est que je leur ai dit d'en parler autour d'elles, que ce soit des psys, vu que c'est des gens de mon âge en général, à leurs parents. Parce que la communication, même dans n'importe quel problème, même pas que dans la mutilation, pour d'autres problèmes de santé tels que par exemple la boulimie, ce genre de choses dont j'ai entendu parler aussi, la communication, en parler avec les parents, d'autres adultes, les gens de leur âge, je sais que c'est vraiment un bon moyen pour aider. C'est vraiment important, la communication. Et c'est là où les réseaux, ça peut aider aussi. Parce que des fois, il y a peut-être aussi des gens qui se sentent enfermés dans leur vie, qui n'ont pas la possibilité des fois d'en parler ou peut-être qui ont des freins. C'est ce qu'on voit un petit peu, je trouve, dans les réseaux. L'aspect positif de ce qu'on peut voir, c'est justement des personnes qui verbalisent un petit peu leurs problématiques qu'ils rencontrent ou qu'ils ont rencontrées et qui justement essaient d'apporter une certaine aide aussi à des personnes qui peuvent traverser aussi des périodes compliquées. C'est sûr que ça peut aider. Je sais pas, parce que du coup, comme j'ai dit, je sais pas si je l'avais dit, mais j'ai pas les réseaux sociaux, je suis pas forcément celui qui connaît le mieux tout ça. Mais je sais pas, lorsqu'on peut s'ouvrir à un grand nombre de personnes, ces personnes, elles peuvent ne pas être toutes attentionnées et des personnes ne peuvent pas comprendre. Par exemple, je parlais de la mutilation tout à l'heure. Imaginons il y a quelqu'un qui poste une vidéo, oui machin, je me mutile, aidez-moi, je sais pas quoi. Il y a 50 commentaires dans la vidéo. Mais il y a 2 ou 3 commentaires qui vont dire « Ah, pourquoi tu fais ça, t'es bizarre, je comprends pas », qui vont dire des choses négatives. Et malheureusement, c'est un truc qu'on voit aussi pas mal en général, après ça c'est peut-être un autre débat, mais on a plus tendance à retenir le positif que le négatif, et résultat, il y a 50 commentaires qui vont apporter du soutien, courage, si tu veux on est là pour parler, je sais pas quoi, mais les 3 autres commentaires qui vont dire des choses négatives, qui vont critiquer cette personne, c'est ça qu'on va plus avoir en tête, et du coup... effectivement, ça peut être un bon moyen, mais vu qu'on n'est pas tous hyper bien intentionnés, il peut y avoir beaucoup de positifs, mais ce qui est dommage, c'est que maintenant, dès qu'il y a un peu de négatif, c'est ce qu'on voit le plus. Donc,
ça peut être un bon moyen, mais il faut l'utiliser avec précaution. C'est vrai, c'est le commentaire négatif affecte le santé mentale. Marion, oui. Je voudrais dire que dès sa naissance, les enfants peuvent être atteints de maladies incurables qui ne sont pas encore diagnostiquées et qu'il n'y a pas de remède. Et quand c'était annoncé aux parents, ils sont vraiment dépourvus, hein, inquiets. Ensuite, il y a la période d'adolescence. Il y a des problèmes, comme disait Anatole, concernant la boulimie, l'anorexie, le suicide même, qui est provoqué par le comportement d'enfants qui persécutent les autres enfants qui sont du même âge et qui les mettent en retrait. Et ensuite, il y a aussi les personnes qui font partie du baby boomer, dont moi je fais partie, hein, et qui sont considérés comme fragiles et qu'à partir d'un certain moment ne peuvent plus rester à leur domicile, sont obligés d'être placés en EHPAD, qui coûtent très cher, même plus cher que le montant de leur retraite, et que leurs enfants sont obligés de participer pour compléter le prix de cet EHPAD, dans lesquels le service n'est pas tout à fait adéquat. Hein, voilà. Donc il y a beaucoup de problèmes tout autour de nous durant toute notre vie, hein, depuis notre naissance jusqu'à notre départ dans l'au-delà. Tiens, Marianne, vous, qu'est-ce que vous auriez à dire justement? J'ai touché évidemment à la santé mentale en assistant mes patients, parce qu'il faut comprendre leur santé mentale qui comporte le mal de vivre dû à leur maladie, à leur handicap, à leur traumatisme. Mais Marivonne vient d'ouvrir une parenthèse sur l'EHPAD, et c'est un commentaire vraiment d'un avis vraiment privé que je vous fais. En fait, compte dans Leclerc ou n'importe quel autre magasin, vous achetez votre nourriture et vous constatez que un aliment a pris 4 euros de pourcentage à la hausse. Eh bien, l'EHPAD, le système médical, les médicaments à la pharmacie, qui sont des médicaments si importants pour la cardiologie, je pense à la cardiologie parce que dernièrement, c'est ce qui, sur la 2 à 6h du matin, ils en parlaient. Eh bien, les médicaments qui coûtaient il y a 2 ans 28 euros coûtent actuellement près de 46 euros, voire 50 euros, et n'est remboursé par la sécurité sociale à un quart du médicament. 10 euros sur 50 euros de dépensés pour une boîte de 21 pilules qui ne couvrent même pas totalement le mois. Donc, business. C'est lamentable. Et c'est, je trouve, une situation où où c'est défectueux, où nous sommes, notre santé a un coût. Et comme on vieillit tous, et qu'il n'y a pas beaucoup de naissances, et qu'il n'y aura pas beaucoup de travailleurs pour remettre des sous dans les caisses retraite, tout ça, eh ben, je pense qu'on va vers un drôle d'avenir, où peut-être il n'y aura plus de sécurité sociale, ou peut-être il n'y aura plus de retraite, et peut-être qu'on aura travaillé les nouveaux jeunes comme Anatole ou ma voisine Nour, travaillent peut-être pour espérer bénéficier aussi des caisses comme les parents des caisses retraite, et ça n'existera plus. Et les EHPAD, c'est business.
Alors, ça se classe par niveau d'arrivée du patient. Agir 1, Agir 2, Agir 3. Agir 3, petite autonomie partielle. Agir 4, Agir 5, Agir 6. En fait, compte, au début, on marche sur nos deux jambes et en Agir 1, on est cloué au lit. Donc voilà. Et tout ça, à un coup, ça commence à l'entrer en petite EHPAD, simple, pour petite retraite, non private. Eh bien, ça coûte 2300 €. 2300 €. Bon, le fils, le cousin, l'héritier de la maison dépouille les meubles, au début vend la maison. Ça fait à peu près un bénéfice de 180 000 €. On estime que la personne qui est en EHPAD vivra 2 ans. Bon, ça ira, ça couvrira, mais c'est lamentable, quoi. C'est horrible. Moi, je trouve que l'EHPAD finit par... On en meurt quand on arrive à l'EHPAD. À un moment donné, on devient mourant et on meurt. Eh ben, c'est du business. C'est de l'argent, c'est de l'argent, c'est de l'argent. On arrive à payer des factures à l'EHPAD de plus de 6 000 € pour une chambre qui est payée à 2 300 €. La facture, elle monte à 6 300, 6 400. Avec, là-dessus, moi je suis horrifiée, j'y ai fait mes stages, pas plus de 2 protections d'hygiène. Une le matin, pour toute la journée, et une le soir, pour toute la nuit. Pas plus de 1,5 verre d'eau à 5 heures. Parce qu'on sait que ce sera du liquide qui sera digéré 2 heures et demie après. Voilà. Pas plus de 2 petits gâteaux, quantité de 2 gâteaux sur les personnes âgées. C'est tout. C'est horrible. Limité. C'est limité. Et vous qui allez peut-être payer par rapport à vos revenus, parce que c'est en fonction de nos revenus, de notre capital qui se calcule en argent. Vous allez peut-être... Ma chambre, que moi je vais payer 2300 €, vous avez, en entrée de gamme, vous allez la payer 4003, mais elle sera la même que la mienne. C'est parce que vous avez plus de pouvoir de payer que moi. Vous voyez, c'est une comparaison. Merci Marianne de nous avoir partagé justement votre expérience. Il y a de plus en plus d'associations d'aide à la personne, services à la personne qui se sont créées et qui se sont multipliées un petit peu comme des petits pains. Hein. De plus en plus des sociétés, je peux vous en citer au moins, il y en a sur Rouen, il y en a peut-être au moins une trentaine. C'est des sociétés qui viennent à domicile qui sont envoyés, fournir des soins. donc, qui sont des salariés d'une société et qui sont envoyés à domicile suivant normalement la règle de leurs compétences. Est-ce qu'elles ont des connaissances dans le médical ou juste dans l'entretien de la maison ou dans la cuisine ou dans les courses ou voilà. Ce qu'on appelle les aides à domicile. Oui, voilà. Et derrière, on a les infirmières libérales. Oui. Alors, tout à l'heure, on parlait de culture, justement, de savoir si dans différentes cultures, ça se déroulait de la même manière. Et justement, nous... bah oui, hein. Vous venez du Nigeria, et alors justement, est-ce qu'au Nigeria, c'est le même système par rapport aux personnes âgées ? Non. Expliquez-nous. Au Nigeria, il n'y a pas le maison de personnes âgées. Il n'y a pas le maison, il n'y a pas l'aide pour les personnes âgées. Les enfants de les personnes pour soigner les personnes âgées. Il n'y a pas l'aide, il n'y a pas le... Oui, rien. C'est les enfants qui sont les aidants. Oui. Il n'y a pas des enfants pour moi, n'importe qui. N'importe quoi, n'importe qui. Donc là, c'est même pas une question au niveau de la culture. C'est difficile pour les personnes âgées au Nigeria. Voilà, c'est une question de, malheureusement, j'ai envie de le dire, de survie.
C'est-à-dire, si les personnes sont trop âgées ou trop malades, eh ben, il n'y a pas de système, en fait. Il n'y a pas de système pour aider les personnes âgées. Si les personnes âgées vous travaillez avant, le gouvernement pour payer la retraite, c'est tout. Il n'y a pas l'aide, il n'y a pas le... Il n'y a pas la sécurité sociale. Non. Moi, il y a des maisons de personnes âgées privées. D'accord. Il y a le plus âgés. C'est tout. Moi, je dirais que quand on a évoqué la culture, justement, à ce niveau-là, des différentes cultures qui pouvaient favoriser l'accueil, il y a aussi les constructions. Vous me dites, qu'est-ce que tu parles? De quoi tu parles, Nicolas? Des maisons. Oui, parce que pour accueillir une personne âgée ou pour s'occuper d'une personne âgée, c'est plus pratique déjà quand on a une pièce, une chambre pour les accueillir. C'est mieux aussi quand la maison ou bien l'appartement est plat, sans étage, bien évidemment. Alors déjà, au niveau, à ce niveau-là, on n'a pas anticipé en fait, quoi. Ou en tout cas les architectes n'ont pas anticipé cette notion-là, cette notion que la maison des enfants sera la maison de fin de vie de leurs parents. Donc je pense que c'est vraiment un système général en fait, quoi, parce qu'il n'y a pas que justement les maisons, les EHPAD ou bien le système de soins. Il y a aussi une réflexion à avoir à plusieurs niveaux et aussi à ce niveau-là. Qu'en pensez-vous, Ninja? Oui, parce que moi, ma maman, elle a eu mes 2 grands-pères et elle disait toujours n'achetez pas une maison à étage parce que n'oubliez pas que vous allez devenir vieux. Je me souviens toujours de ça. Et elle avait acheté une maison avec pas d'étage. Mais après, c'est chacun aussi selon ses possibilités. Ça, ce sont des généralités, mais après, chacun agit selon sa propre personnalité, sa propre vision des choses. Marianne. Dans le micro, Marianne. Je disais que les maisons à étage, il y a un système. Oui, j'adore. Un système. Les fauteuils. Oui, voilà, les sièges qui grimpent sur les rampes d'escalier. Je trouve pas Oui, mais c'est pas grave. Moi, je vois de quoi vous parlez. Oui, non, c'est un fauteuil. Un fauteuil sur la rampe. Qui est sur la rampe d'escalier et on s'assoit comme toi, Marie-Vonne, par exemple, tu t'assois sur le siège. T'as une manette comme une commande de télévision et clac et hop. Ça suit la rampe d'escalier, ça monte. Ils en font beaucoup de publicité. Oui. Les sièges, là, les sièges articulés. Et puis on a aussi les baignoires qui s'ouvrent. Ah oui, les baignoires qui s'ouvrent aussi. Pour éviter les accidents aussi, qui sont nombreux, malheureusement. Oui, mais maintenant, ils mettent plutôt des douches. Des douches italiennes à ras de sol. Tout à fait. Moi, j'en ai demandé une et puis je ne l'ai jamais eue. Alors en Algérie, il y a aussi des constructions de maisons où en fait on habite dans des maisons familiales où à chaque étage les personnes de la famille vivent ensemble. Donc on peut mettre la grand-mère à l'étage et ça permet aussi de prendre soin d'elle quand elle vieillit. Et du coup le fils va avoir son étage avec sa femme et ses enfants. Et puis on peut avoir un autre oncle à l'étage en bas. Donc au niveau de l'architecture, ça dépend aussi en fait des pays, etc. Et puis là on parle de l'accès des maisons de plein pied ici pour les personnes âgées, mais il y a aussi les parents d'enfants handicapés qui auraient besoin de maisons de plein pied, puisque c'est compliqué parfois de porter un enfant qui grandit et qu'on peut avoir aussi par conséquence de gros problèmes de santé après, quoi. Nour, tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure? Non, c'est bon. Je voulais dire aussi, tu me fais penser maintenant, tout le monde ne peut pas avoir de maison non plus. Oui. On ne peut pas tous avoir une maison. Après, il y a les gens qui habitent en immeuble, ils sont bien obligés. Et du coup, il y a la problématique des ascenseurs. Oui. Et c'est ce qu'ils ont. Micro. Et Rouen Habitat, là, sur les immeubles de 10 étages qui se
trouve derrière le carrefour de Marquette de Biorel. Là, il y a 4 ou 5 immeubles de 10 étages et ils sont en train de nous mettre les ascenseurs à tous les étages. Parce qu'avant, moi, mon ascenseur, c'était 3e, 6e, 9e. Donc la personne qui était handicapée par la vie, qui arrive à être handicapée, si elle habite au 7e, elle doit monter un étage. Mais si elle habite au 8e, elle doit monter au 9e avec l'ascenseur et redescendre un étage. Avec les courses, avec tout. Okay. C'est phénoménal, ça. Alors du coup, si on résume un peu, parce qu'on a abordé finalement plein de sujets sur cette thématique de la santé qui était très large et qu'on n'avait pas tellement précisé et défini, on peut dire peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas en France, la santé mentale est un petit peu plus prise en compte que la santé physique. D'ailleurs, notamment, on avait une formation premier secours pour la santé, et puis aujourd'hui, il y a une formation premier secours en santé mentale qui existe, et donc de plus en plus on voit que l'enjeu de santé mentale arrive dans nos politiques, et que du coup on n'est plus sur une dualité entre le corps et l'esprit, et qu'on essaye de prendre en compte que finalement les conséquences psychologiques et psychiques influent notre état de santé physique. Du coup ça rappelle un petit peu aussi tous les soins en médecine chinoise, puisque la médecine chinoise a toujours pris en compte les organes vitaux, mais aussi le bien-être psychologique. Et qu'on voit aussi apparaître de plus en plus les médecines alternatives, mais les médecines douces, et notamment l'acupuncture, etc., qui sont aussi du coup enseignées en école de médecine. Mais pendant un certain temps, il y avait aussi des petites choses qui n'étaient pas abordées dans les études de médecin, c'était l'aspect psychologique, parce que quand on annonce effectivement au malade sa maladie, ou qu'on doit éventuellement aussi annoncer à sa famille une mauvaise nouvelle, ça nécessite quand même des compétences en psychologie. Et là, je crois que maintenant, c'est inclus un peu dans les études de médecine, mais ça a été souvent du coup pas pratiqué, et de fait le médecin essayait aussi de se protéger, mais du coup parfois les situations pouvaient être difficiles pour les malades et les familles. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on est à un moment, on meurt à un moment, et on est sur un continuum tout au long de notre vie, avec des moments où ça va mieux et des moments où ça va pas. Et dans les moments où ça va, dans les moments où ça va bien, faut essayer de conserver ce bien et cette joie. Mais il faut aussi peut-être qu'on s'interroge, parce qu'on parlait tout à l'heure des enfants, du malaise, des jeunes, et peut-être qu'on a des choses aussi qu'on fait pas trop à l'école, et je me dis que peut-être ça se fait un peu plus en Angleterre, mais ce sera intéressant, c'est d'apprendre à s'aimer, tout simplement, parce que on nous donne jamais de conseils sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Parfois on est souvent très réservé, et dans l'éducation aussi qu'on reçoit, parfois c'est très descendant, et puis il faut être évalué constamment, et il n'y a pas forcément d'espace d'expression, et donc c'est difficile, parce qu'on est aussi dans un système où on nous pressurise souvent, parce qu'il faut faire des tâches, et puis il faut transmettre des choses aux élèves, et puis il faut examiner, mais peut-être qu'il manque quelques intervenants extérieurs ou quelques matières pour parler aussi de la construction, et si on abordait peut-être plus ces notions de psychologie d'une certaine manière à l'école, on serait peut-être aussi des adultes un peu plus éveillés, et donc si on est un peu plus éveillé sur ces aspects-là, peut-être qu'il y aurait moins de problèmes de santé physique après. Voilà, on va terminer ce café des cultures. Vas-y. Je partage ce que tu dis, mais je trouve que maintenant, faut aller trop vite dans tout. On ne prend pas assez le temps. Oui. C'est une course à je ne sais pas quoi d'ailleurs. Voilà. Certainement une course à la rentabilité, et on oublie du coup de prendre soin de soi et du coup des autres. Certainement.
Ben oui. Prends le micro, Marie-Hélène, s'il te plaît. Il faut apprendre ça à l'école, aux enfants, c'est-à-dire de ne pas faire de différence entre eux, de s'entraider, de vivre ensemble, sans différence, et apprendre à s'aimer les uns les autres et savoir accepter chaque individu, sans faire de différence. Parce que moi, je pense que les jeunes, actuellement, ils vont être obligés de faire comme les Américains, de s'assurer pour avoir une retraite, par exemple. C'est vraiment dommage de les obliger de cotiser pour avoir au moins une petite retraite. Parce que moi, je pense qu'ils n'en auront pas. Eh bien, la retraite, ça pourrait être peut-être le sujet d'un prochain débat dans le cadre... peut-être à la rentrée, on peut garder cette thématique, on verra si on abordera ça. Merci beaucoup. C'est le cas en américain. Et ben voilà, plein de propositions pour bien grandir et bien vieillir mentalement. Et en tout cas, pour bien finir cette année 2025, bien évidemment, on remercie tout le monde qui était aujourd'hui dans ce Café des Cultures. Merci beaucoup de votre présence. Il était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour. Elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vient dire à la princesse: je t'apporte l'espoir et c'est pour te revoir qu'elle chantait le soir. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être ce soir sous ma fenêtre. Reviens gentil rossignol. C'était de l'improvisation. C'était de l'improvisation. C'était parfait. إنكم تسمعون إلى راديو أشتير مزيد من الثقافات إلى 99.1 FM أو إلى 3W راديو أشتير على الشبكة.